que justement, je me suis dit, bon, au moins une fois par mois, à un moment significatif, et on va parler de sujets en rapport et significatifs. Et déjà, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez fait des très beaux commentaires sur le précédent cours du mois dernier, Kodesh Vat. Alors, vraiment, merci beaucoup. Ça me renforce et donc ça m'a donné envie de redonner pour Kodesh Adar. Et le titre du cours, que cache-t-on derrière nos apparences? Et ça, c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet phare parce que justement, si vous voulez, je me rends compte à quel point on est tous influencés énormément, et on va le voir, comment ça s'appelle au niveau psychologique, par les apparences. Et à quel point ça influence nos décisions. Et à quel point ça influence notre vie tout entière, en fait. Et aussi, justement, puisque c'est Rosh Chodesh Adar et qu'on parle des masques, alors pas seulement les masques contre le corona, on parle des masques qu'on se met nous-mêmes pour ne pas se montrer vraiment, pour cacher un petit peu nos défauts, nos zones d'ombre, parce que oui, nous en avons tous des zones d'ombre, mais on cherche à les cacher sans arrêt, sans arrêt. Enfin, pas tout le monde, bien sûr, mais beaucoup. Et j'ai eu une image qui m'est venue la semaine dernière. Je me suis dit, il faut absolument que je vous la partage. Je ne sais pas si elle va vous parler autant que moi, elle m'a surprise, on va dire. Mais je me suis, comme je vois beaucoup de couples en consultation, et oui, pour celles qui ne me connaissent pas, on sait pas, je me présente quand même, je fais tout en même temps. Je suis Myriam Ben Simon, psychothérapeute et conseillère conjugale. Thérapeute conjugale, il paraît que c'est mieux. Bon, bref, on dit ça. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est que je m'aperçois, quand il y a un couple qui se crée, eh bien, ce couple, vous voyez, enfin, très souvent, on va se dire, non, mais j'aimerais avoir les papillons dans le ventre, je ne ressens pas les papillons dans le ventre. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était différent. Maintenant qu'on est mariés, c'est plus pareil. Est-ce que vraiment, on était vraiment fait l'un pour l'autre? Est-ce que je ne me suis pas fait berner? Alors, on va voir, enfin, selon l'histoire du couple, évidemment, parce que chaque cas est différent, on va étudier le problème. Mais est-ce que vraiment ces papillons dans le ventre sont justifiés par ce que l'autre est vraiment, ou c'est l'image on s'est fait de la personne qu'on a en face de nous? Et alors j'ai cette image qui est arrivée, je me suis imaginée comme deux façades qui se rencontrent, deux façades, c'est-à-dire deux apparences. Les mots qui me sont venus, c'est façade, c'est-à-dire que comme deux écrans, si vous voulez. C'est pas la vraie personne qu'on rencontre au départ, on rencontre une façade. On va se mettre chacun un masque. Et quand on rentre dans une relation, on va se mettre un beau masque, un masque de la personne sympathique. En fait, on va être dans un moment de séduction, d'accord? Donc forcément, à ce moment-là de notre vie, où on a envie de se marier, de fonder une famille, on va se mettre, on va dire, le masque de la séduction quand on est dans une rencontre avec un garçon. Alors, on n'est pas toujours, on n'est pas censé le faire si on fait un chidour, d'accord? Mais si on ne se marie pas en chidour, c'est ce qu'on va faire, d'accord? Et peut-être que même en rencontrant un chidour, on peut le faire aussi. Mais en tout cas, ce masque de la séduction, qu'est-ce qui va impliquer? Qu'il y a deux façades qui vont se rencontrer, qui ne vont pas tout de suite forcément dire l'authenticité de leurs émotions, l'authenticité de leur être, parce que peut-être même qu'eux-mêmes ne se connaissent pas, eux-mêmes déjà. Donc, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont un masque. Le drame est un peu là aussi, quelque part. En même temps, ce masque, il est quand même nécessaire. Oui, je vous embrouille, mais c'est vrai, on est nécessaire parce que sinon, on ne pourrait pas se marier aussi. Si l'autre ne me plaît pas, ne me tente pas, n'est pas sympathique, agréable, ainsi de suite, je n'ai pas envie de rentrer même en contact avec lui. Donc, je vais mettre mon masque, il va mettre son masque. Et finalement, c'est deux façades qui se rencontrent. Et quand on se marie, qu'est-ce qui se passe? On enlève le masque. Ça y est. On vit ensemble. Après, allez, on va dire la période lune de miel. Vous savez qu'il y a plusieurs facettes, enfin, non, pas facettes, périodes dans le mariage. Et donc, la période lune de miel, on ne voit aucun défaut. Et même quand on en voit, on lui pardonne tout. D'accord? Mais ensuite, il y a cette période qui passe. Et là, c'est la désillusion. D'un coup, on s'aperçoit que oui, il a des défauts, qu'il ne va pas forcément être d'accord avec nous sur tous les plans et que ça ne va pas toujours être facile. Et là, on va devoir vraiment commencer le vrai travail de couple. Et à ce moment-là, les masques tombent. On n'est plus en face d'une façade. Et c'est là que ça devient intéressant, mais aussi difficile. On est finalement en face d'une intériorité. On est en face de quelqu'un qui ne joue plus, qui n'est plus en train de jouer la séduction. On est en face de la vraie personne qu'on a épousée. Alors, vous allez me dire, oui, la vraie personne, est-ce que vraiment c'est la vraie personne? Non, parce qu'on est, en fait, un être humain, je dirais que c'est comme un diamant à plusieurs facettes. D'accord?
Alors, un diamant a plusieurs facettes. Bon, c'est toujours joli au moins un diamant, hein, c'est l'avantage. Chez l'être humain, il y a des zones d'ombre quand même. Donc, on va voir lesquelles. Mais ces zones d'ombre, forcément, n'est pas toujours agréable à regarder. Imaginez, c'est sombre, c'est noir, c'est rempli de noirceur. Et finalement, quand on enlève cette façade dont j'arrête pas de vous parler, donc on enlève le masque de l'apparence, on arrête de jouer, on est l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qui on est finalement? Et là, c'est deux intériorités qui se rencontrent. Et là, on est dans j'ai envie de vous dire, le monde de vérité. Et on se prend une claque, en général. En tout cas, moi, les gens qui viennent me voir, c'est ceux qui se prennent des claques, forcément. Forcément. Bien sûr qu'il y en a qui ne se prennent pas de claques. Mais je suis tellement en contact de ceux qui s'en prennent que forcément, peut-être que ma perception aussi est biaisée. Mais ce que je m'aperçois, c'est que on se rend compte finalement de l'intériorité de l'autre. Et il se trouve qu'il y a des intériorités et donc des zones d'ombre, si vous voulez, que la personne va chercher à travailler. Et puis, il y a des intériorités que la personne ne travaille pas. C'est un peu comme un chantier, comme un jardin qu'elle n'a pas travaillé. Alors, il y a du potentiel. On voit qu'il y a moyen de faire quelque chose de ce jardin, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, la personne qui est en face, elle a enlevé aussi son masque. Il enlève son masque, disons, d'accord? Je ne sais pas si vous me suivez dans mon image. Il n'y a plus de façade. Il y a deux jardins qui se rencontrent. Mais il y en a un, disons qu'il y en a un des deux dans le couple qui a beaucoup travaillé son intériorité, qui n'est pas en fait qu'une façade, qui travaille sur ses zones d'ombre, qui cherche à s'améliorer, qui cherche vraiment, vraiment à être aimée, qui ne cherchait pas à être dans la façade, disons, d'accord, qui ne jouait pas finalement, qui était, oui, dans la séduction un peu pour mettre un peu de charme, mais qui était vrai et qui cherche à travailler ses zones d'ombre au quotidien. Et puis l'autre, non. Il y a un décalage. On est face à un problème. Et ce qui s'avère assez souvent peut-être vrai, c'est que ce n'est pas toujours facile de travailler notre intériorité, parce que travailler son intériorité, d'abord, il faut en avoir conscience. Il faut sortir de la façade et rentrer à l'intérieur de soi. Et ça, c'est des notions qui ne sont pas si simples du tout. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas forcément leur intériorité et qu'ils font, même à leurs yeux semblants, qui sont trop souvent dans la façade, même vis-à-vis d'eux-mêmes. Et vous savez quand est-ce qu'on enlève notre façade, même vis-à-vis de nous-mêmes, quand on va mal? Quand il se passe des choses dans notre vie qui nous font mal, on enlève ce masque, on n'a pas le choix que de l'enlever et on est vrai même avec nous. Alors, c'est pour ça que les moments durs de la vie sont nécessaires finalement à notre développement. Et quand on vous dit, mais oui, ça cherche à nous améliorer, c'est fait pour grandir. Alors, quand on va mal, on se dit, ouais, t'es gentil, je m'en serais passé. Franchement, c'est trop douloureux. Laisse-moi tranquille. Avec les épreuves, c'est bon, là, j'ai donné. Je suis fatiguée, ainsi de suite, bien sûr. Mais c'est finalement, les moments où on a l'occasion de se réparer, d'être vrai. Et sinon, pourquoi être sur Terre si ce n'est pas pour faire du mieux, finalement? Et d'arrêter d'être dans ce superficiel ou dans la façade. Donc ça, c'est l'introduction. Mais maintenant, on va un petit peu plus creuser encore dans cette intériorité, si vous le voulez bien. Et avant même de creuser dans cette intériorité, d'abord, je voudrais vous parler du biais de Halo. Qu'est-ce que c'est le biais de Halo? En fait, l'effet Halo, pardon. C'est un biais cognitif. En fait, c'est en psychologie un terme qu'on emploie, qui a été nommé comme ça un peu pour, vous savez, l'auréole au-dessus de la tête, là, les seins. Et ça a été découvert, en fait, des études ont été faites par des psychologues. J'ai son nom là, c'est un nom compliqué. Je pourrais vous le donner après le cours si ça vous intéresse, mais c'est des psychologues. En 1920, un psychologue a fait une étude et en 1945, c'est un autre qui a vraiment publié son étude. Et c'est très intéressant, c'est très, très intéressant parce que ce qu'il a découvert, c'est, vous savez, un peu quand on dit ah ben, la première impression, c'est toujours la bonne. Ah non, mais la première impression, c'est la plus importante. Hein, on s'est tous dit ça. Et il faut laisser bonne impression. La première fois, bonne impression, ouais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est comme ça que notre cerveau marche. La première fois qu'on va voir quelqu'un, selon notre perception à nous, nos croyances à nous, on va se faire tout de suite une idée. Et selon l'idée qu'on va s'en faire de cette personne, on va réagir avec elle, on va interagir avec elle, on va rentrer en communication ou pas, on va faire notre idée. Et c'est ça qui va déterminer finalement la relation qu'on va avoir avec l'autre. Et quand même, c'est fou parce qu'en fait, on l'a vu qu'une fois. Mais en fait, on fait confiance à notre instinct, si vous voulez. Et il n'est pas toujours juste. Alors, il y a justement, ce psychologue a fait des études pour montrer, pour comprendre, est-ce qu'on a raison de faire confiance à notre première impression ou est-ce qu'on a tort? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a raison? Et en fait, il s'est aperçu. Il a fait des expériences sur les gens et il a vu qu'en fait, on avait une grande tendance à faire confiance aux gens qu'on trouve beaux.
Alors, quand on les trouve beaux ou le visage harmonieux, on va beaucoup plus leur faire confiance. On va, même si en fait la personne elle est peut-être en train de nous arnaquer ou de nous mentir, on va lui prêter des qualités autres qui n'ont rien à voir avec la beauté. Qui vont avoir, on va penser qu'elle est de confiance, on va penser qu'elle est intelligente, on va penser que c'est une bonne personne. On va automatiquement, si la personne a un physique agréable, on va lui prêter pas mal de qualités, alors qu'en fait, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas, la personne, d'accord? C'est fou quand même. Mais à partir du moment où cette personne a un beau physique, alors plus elle a un beau physique, et le comble, c'est que plus elle a un beau physique, plus on augmente les échelons des qualités. D'accord? C'est incroyable. Enfin, je trouve ça incroyable d'abord parce que c'est notre cerveau qui nous domine, j'ai envie de dire, c'est notre inconscient finalement. Parce que nous, si vous posez la question, n'importe qui, je vous pose la question à part, je vous dis, non, mais toi, tu juges selon la beauté. Ah non, ça veut rien dire, la beauté, tu rigoles ou quoi? Non, 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 bien sûr, on est obligé de s'arranger et tout parce qu'on est dans une société d'image et ainsi de suite, mais on est influencé par ça, mais non, non, moi, je ne fais pas confiance comme ça. Non, 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 d'abord, j'apprends à connaître la personne, d'abord, je vais creuser, d'abord. Mais en fait, pas du tout. En fait, il s'avère que ça nous domine, ça nous dépasse. C'est pas quelque chose que l'on contrôle parce que c'est inconscient, c'est instinctif. Alors, bien sûr, on va voir comment essayer de maîtriser cet instinct-là. Mais c'est quand même assez intéressant parce que finalement, ça nous montre aussi qu'on reste des humains et qu'on est influencé par, par nos instincts. D'accord? Et là aussi, on doit lutter. On ne doit pas rester dans ces instincts-là, finalement. On doit réussir à se dire l'autre, c'est un masque. Et 2 secondes, il est peut-être beau, mais il n'a pas forcément l'intelligence qui colle. Toutes les qualités que moi je recherche, ce n'est pas forcément ça. D'accord? Donc, ça, c'est important de se rappeler au moment d'un shido, évidemment. Et pour toutes sortes de relations, ça peut être amical, ça peut ne pas se faire une idée à partir de ce que la personne a l'air d'être. Alors, ce n'est pas seulement aussi la beauté, c'est aussi la façon que la personne a de s'habiller. On va plus se, euh, on va plus se rapprocher de personnes qui vont s'habiller un peu dans le même style que nous, qui vont peut-être même parler la même langue que nous, qui vont utiliser les mêmes termes que nous, qui vont nous ressembler. Ça nous rassure aussi. D'accord? Et là, encore une fois, on va se créer notre première impression. Et comme vous l'avez compris, ça peut quand même être dangereux, ça peut, en fait, et ça influence toute notre décision de vie. D'ailleurs, il a même été prouvé que une femme qui met une photo d'elle, vous savez, dans les CV, elle envoie un CV, ouais. Si elle met une photo avantageuse d'elle, ouais, même si elle n'a pas rempli tous les critères au niveau du CV, ben, elle aura plus de chances d'être prise que celle qui n'a pas une photo avantageuse d'elle sur le CV. C'est quand même incroyable. D'accord? Donc, ça veut bien dire qu'on est vraiment, vraiment, bien plus qu'on ne le croit, influencé par ces apparences, par cette façade, encore une fois. Donc, moi, je l'appelle façade parce que je trouve que, en fait, c'est pour dire la même chose, hein, vous l'aurez compris. Je ne sais pas pourquoi façade, ça me parle, alors que ce n'est pas un terme, bon, c'est personnel, quoi. C'est pas un terme, c'est mieux d'utiliser mot apparence, je dirais, dans ce cas-là, mais façade parce que j'ai l'impression que c'est faux. C'est une façade, un masque qu'on se met et retirons-les. En fait, plus on les retire, plus on va le voir, mais plus on s'assume et moins on a besoin de porter des masques et plus on peut être vrai. Évidemment, moins on a peur du jugement des autres aussi, parce que ça va ensemble. Mais vous voyez que cette histoire d'apparence, elle influence toute notre vie. Et il faut comprendre que c'est notre cerveau qui construit une interprétation positive ou négative à partir d'une perception sélective d'informations liées à la première impression. Ça veut dire qu'à partir d'une seule caractéristique, d'accord, on va se permettre inconsciemment, finalement, de juger la personne complètement. D'accord? Alors, je voudrais vous donner des exemples. Voilà, par exemple, il y a une étude très intéressante qui avait été faite là-dessus. Bon, alors d'ailleurs, je vous donne l'exemple, mais quelqu'un qui va porter un tatouage. Disons que vous êtes pratiquante, vous êtes dans un milieu bien, voilà, très pratiquant, religieux, tout ça. Bah, les tatouages, on ne peut pas dire que ce soit la chose que pratiquer bien vu, évidemment, c'est interdit. D'accord? Eh bien, automatiquement, vous voyez quelque chose avec un tatouage, puisque ça ne va pas dans votre perception, vous allez en général mal juger, en général, bien sûr, à part si vous travaillez votre intériorité et ce qu'on est censé faire, d'accord? Et à partir de ce tatouage, on va coller, on va dire, des attributs à la personnalité de cet individu. Et alors, l'étude qui a été faite, qui est très intéressante, c'est que ils ont pris un petit groupe de personnes, peut-être 5-6 personnes, un groupe d'hommes comme ça, et ils ont éteint les lumières. C'est-à-dire que personne ne s'était vu.
d'accord? Personne ne savait de quoi avait l'air l'autre, d'accord? Et ils étaient tous dans le noir et chacun on leur posait des questions sur leur personnalité, sur ce qu'ils aimaient dans la vie, sur ce qui leur plaisait, sur qui ils étaient en fait. On cherchait à les connaître et chacun répondait aux questions et ils apprenaient à se connaître comme ça dans le noir sans se voir. Et alors après, on leur a dit à chacun, on leur a donné un questionnaire, on leur a dit vous pouvez maintenant dire à quoi ressemble votre voisin qui a dit ça, ça, ça sur lui, et celui-là, à quoi il ressemble selon vous, et celui-là, et celui-là. Bon, chacun a répondu. Et alors, la lumière s'allume, et il voit les gens, il dit non. Alors, celui qui avait, genre, après nous, enfin, l'expérience, on voit les gens physiquement, quoi. Alors, il y en a un, il était rempli de tatouages, lunettes noires, cheveux longs, et il avait des idées très conventionnelles, malgré tout. Ça veut dire quand même, il était assez carré, posé, machin. Et celui, enfin, tout le monde avait répondu. Alors lui, je l'imagine avec un costume, une cravate, un air sérieux et tout ça. Bah, ils étaient choqués quand ils l'ont vu. Et inversement, il y en avait un autre qui était assez conventionnel dans sa façon de s'habiller. Et finalement, dans son état d'esprit, il était supra ouvert sur le monde. Il avait des idées un peu, on va dire, rebelles. Si on peut dire ça comme ça, parce que rebelle encore c'est relatif, mais bon. Enfin, vous voyez l'idée, et c'était, pour tout le monde, c'était assez impressionnant. Un autre, il avait une certaine religion et donc, en fait, ses réponses ne correspondaient pas, quoi. Il disait, ah bon, mais j'aurais cru qu'appartenant à cette religion, tu allais être beaucoup plus fermé d'esprit, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'était très intéressant de s'apercevoir à quel point, encore une fois, le physique influence nos perceptions. Et on va se faire une idée de l'autre en fonction de ce que l'autre on va dire, dégage, mais aussi, pas seulement dégage dans sa façon de parler, bien que ça fonctionne aussi, mais sur sa façon, son habillement et son physique, quoi. Et vraiment, oui, son habillement et encore une fois, son apparence. Alors, les exemples que je voulais vous donner, voilà, par exemple, si une personne, un truc tout bête, si une personne porte des lunettes, elle aura tendance à attirer des jugements, lui attribuant des dispositions intellectuelles plus favorables qu'une personne n'en portant pas. C'est-à-dire tout de suite dans nos têtes, c'est ah bah ça c'est l'intello, elle a des lunettes, c'est qu'elle lit beaucoup, c'est qu'elle écrit, c'est qu'elle travaille, d'accord. Et c'est un genre de raccourci qui induit l'effet de halo. D'accord? Halo avec H-A-L-O, hein, pas halo au téléphone. Même chose pour un effet de halo négatif. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a un tatouage ou un piercing, ils vont être jugés par d'autres négativement sur des niveaux autres que le physique, en fait. Et voilà, donc, on sent bien intuitivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que juger quelqu'un sur un critère physique ne devrait pas influencer l'ensemble de notre jugement. On ne devrait pas juger comme ça. D'abord, on ne devrait pas juger tout court. Mais c'est humain de juger, au moins jugeons-le favorablement. Mais pour arriver à le juger favorablement, il va falloir se détacher de cet effet de halo qui finalement nous domine tous, tout à chacun. D'accord ? Donc, ne pas se laisser influencer, et c'est dur, il faut lutter contre soi, vraiment, pour ne pas se laisser influencer. Et d'ailleurs, je vais vous partager une anecdote que j'ai vécue en consultation. Non, il y en a plusieurs, en fait, il y en a à revendre. Mais par exemple, on va avoir un couple, d'accord? Je vais avoir un couple où, comment on va dire, d'apparence, et là, franchement, dans tous les métiers, mais alors, je trouve que dans mon métier, finalement, il n'y a plus de façade, finalement. Vous voyez, quand on pose la question à quelqu'un qui vient en consultation, on évite de dire comment ça va, parce qu'on sait que s'il vient en consultation, bien que des fois ça m'arrive, mais quand il vient en consultation, c'est que ça ne va pas en principe. C'est qu'il y a une détresse ou c'est qu'il y a quelque chose à régler, évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on enlève la façade. Ça veut dire finalement qu'on est face à l'intériorité de la personne. Et personnellement, je trouve ça passionnant, d'accord? Parce que il y a plus ce côté façade, quoi. Et je trouve ça merveilleux. Mais on est directement dans le profond, dans le vrai, dans le émet. Mais de l'autre côté, on peut aussi, en tant que psy, on doit absolument se défaire de cet effet de halo, évidemment. On doit vraiment, vraiment travailler, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aussi, mais là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit un couple arriver, parfois on va inconsciemment comme ça, on va dire alors quelle est la problématique, mais on pourrait se dire, alors, voilà, par exemple, un couple où il y a la jeune femme, elle va avoir l'air très féminine, très femme, d'accord, ce que j'ai envie de dire, cheveux longs, joliment maquillée, bien coquette, mignonne, voilà, fraîche, et le mari qui fait très homme, viril, physiquement, d'accord. Et là, vous commencez la consultation, je vous mets dans ma peau, là, d'accord. Vous commencez la consultation et vous vous apercevez qu'en réalité,
lui, c'est la fille et elle, c'est l'homme. Vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce que tu racontes là? Non, dans le sens, au niveau du caractère, d'accord, on sait qu'en général, le côté féminin, c'est le côté qui a besoin d'attachement, d'affection, de douceur. Ça, en général, c'est le côté féminin. Les hommes sont plus tendance, bien sûr, il n'y a pas de généralité là encore, mais les hommes vont avoir en général plus tendance à être dans l'indépendance, l'autonomie, rechercher la liberté, va avoir peur de se sentir étouffé. En général, c'est ça, d'accord? En général, c'est ce qu'on retrouve chez l'homme et chez la femme. Eh bien, imaginez à quel point, on va dire, ça peut être différent quand vous voyez la jeune femme qui fait très féminine et l'homme qui fait très viril, très masculin, et que quand vous les entendez parler, les masques tombent, et là, vous vous rendez compte qu'elle a des besoins qui sont, entre guillemets, qualifiés, qu'on pourrait qualifier de masculin, il a des besoins qu'on pourrait qualifier de féminin. Alors que physiquement, bah, vous vous dites, ah non, là, il y a bien l'homme et la femme, quoi. La place de l'homme et la femme sont bien. Non, non, ça ne veut rien dire. Mais quand on va discuter avec l'autre, se rencontrer au niveau des intériorités, on va savoir qui est l'autre. Mais ça, c'est quand comment on va dire, on est ouvert à l'autre aussi, et quand on arrive à se défaire de cet effet de halo, et quand on arrive à se frotter à l'intériorité de l'autre, alors on est capable de voir qui est l'autre vraiment. On enlève ce masque, encore une fois. Elle a peut-être l'air très féminine, elle l'est, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'elle a des besoins masculins, on va dire comme ça. Et inversement. Et ça, quand on arrive à le faire, c'est-à-dire d'enlever ces masques nous-mêmes, c'est-à-dire d'arriver à voir l'autre comme il est, de la façon la plus objective possible, eh bien, c'est comment on va dire, j'ai envie de dire, c'est une guéoula, c'est une libération. C'est une libération parce que l'autre se sent d'abord exister, on n'est pas en train de le juger et de dire, ah mais non, toi, t'es la femme, là, tu peux pas raisonner comme ça, c'est pas possible. On n'est pas en train d'émettre un jugement. Et l'autre peut se sentir libre d'être ce qu'il est, ou ce qu'elle est, en toute liberté. Et c'est un cadeau qu'on fait à l'autre en réalité. Parce qu'on a tous besoin de ça. On a besoin de se sentir libre, on a besoin de se sentir bien avec l'autre, on a besoin de pouvoir être soi. D'accord? Et parfois, on nous enferme. On nous enferme dans l'image qu'on donne. Dans cette façade dont je vous parlais tout à l'heure, on est enfermé dans cette image qu'on s'est en plus soi-même créée. On se sent piégé, on se sent étouffé. On s'est mis dans la peau de quelqu'un et on se dit, mais je ne suis pas ça, moi, en fait. Ah, m'entend pas. Pourquoi on m'entend pas? Pourtant, vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez ou si Oui, oui, on vous entend. on m'entend. D'accord. Oui, on l'entend. Regardez peut-être votre micro. Merci. Donc, l'idée, c'est d'arriver à prendre du recul, évidemment, et à se dire, bah, l'autre n'est peut-être pas ce que j'ai cru, mais il a peut-être quand même quelque chose de beau à me montrer. Ne jamais oublier que l'autre est un diamant à plusieurs facettes. D'accord? On dit que... Non, on dit que c'est la tour à 70 facettes. Mais je crois que le diamant aussi, je ne sais plus. En tout cas, on a plusieurs facettes et on doit être prêt à les regarder. Mais comment on y arrive, en général? On y arrive quand nous-mêmes, on est prêt à regarder, accepter toutes nos facettes. Alors, j'ai envie de vous dire toutes nos facettes, en fait, ça prend au moins une vie pour les connaître, parce que on est en exploration nous-mêmes sur cette terre, j'ai envie de vous dire. Et au fur et à mesure, on se découvre, on se découvre, on se découvre. Mais au moins, si nous-mêmes, on est prêt à faire ce chemin avec nous-mêmes, alors on sera prêt à le faire avec l'autre. Si on est ouvert avec nous-mêmes et qu'on ne s'enferme pas soi-même dans une fausse image de soi, on sera capable d'accepter l'autre. Donc, comme je vous l'ai souvent dit, le travail commence par nous. Il y a cette phrase qui dit tout commence par nous, tout finit par nous. Ça veut dire que si nous, on fait ce travail avec nous-mêmes, alors on sera capable d'accepter l'autre, même s'il a des facettes qui ne nous correspondent pas forcément ou qui ne nous conviennent pas forcément. En tout cas, on sera ouvert. On lui laissera son espace. Et c'est déjà énorme, vraiment énorme. Et je vous le dis, il est énorme parce que quand je vois des couples qui redécouvrent des facettes chez l'autre et que ça ne leur plaît pas, tout de suite, c'est panique à bord, c'est la peur qui arrive. C'est « Ah, j'ai pas pensé que j'avais épousé ça, en gros. » Enfin, ça, genre comme c'est une chose, mais cette personne, je suis très déçue. J'ai peur. En fait, j'ai peur de l'inconnu. Et quand nous-mêmes, on arrive à apprivoiser nos peurs, d'accord? Eh bien, par rapport déjà à nous-mêmes et à notre intériorité, alors on est capable de regarder l'autre d'une autre façon et on a moins peur de l'autre, automatiquement. Et si vous saviez combien de couples sont dans la peur de rencontrer véritablement l'autre,
ils ont envie de garder cette image qu'ils avaient au début et ils veulent s'accrocher des fois à elle, mais elle n'est plus parce que c'était un moment de leur vie, c'était le moment de la rencontre et on est carrément ailleurs maintenant. On est dans le vrai et des fois, on n'a pas envie. On a envie de rester dans ce moment de séduction. Et c'est sympa, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire des petites feintes, j'ai envie de vous dire, de se mettre des petits moments légers dans notre vie, ça fait du bien aussi, ça ressource aussi, on ne peut pas toujours être dans le profond, enfin, je pense. Mais le vrai travail d'un couple, j'ai envie de vous dire, j'en reviens au couple, mais c'est vraiment de travailler l'intériorité, de se voir dans notre intériorité et de s'accepter. Et surtout, notion importante, c'est de se travailler notre intériorité. Parce que si on ne la travaille pas, effectivement, ce qu'on va trouver, c'est tellement pas beau. Et on va se dire, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'image du jardin, vous avez votre jardin, il a son jardin, et vous voyez son jardin, vous dites, non, je ne peux pas le croire. Il y a tout ça à faire. Il y a tout ça à faire. Est-ce que moi, je vais accepter de vivre toute ma vie avec ce jardin plein de mauvaises racines? Non, je ne suis pas d'accord, moi. J'ai besoin qu'il travaille. Et c'est vrai, ça veut dire pour qu'un couple soit équilibré, il faut que les deux travaillent. On peut pas, il y en a une, elle peut se dire, ah ben tu sais quoi, moi, j'ai travaillé mon jardin, je vais continuer. Lui, il a un jardin qui ne va pas du tout et il n'a pas les forces pour le faire. Tu sais quoi, allez, je retrousse mes manches, je vais dans son jardin. Donc, en gros, autrement dit, je vais dans son intériorité, je vais travailler pour lui. Là, c'est prendre le rôle, finalement, de la soignante. Vous voyez, je suis l'infirmière de l'autre. Et est-ce que vraiment je l'aide? Alors oui, je l'aide quelque part puisque ça s'arrange pour lui. Mais finalement, je le porte. Et ça va se ressentir à un moment ou à un autre. Dans ma vie, dans la vie, enfin, je veux dire, dans la vie de la femme qui va faire ça ou de l'homme qui fait ça, à un moment, ça va être trop pesant, ça va être trop lourd. Parce qu'il sera aussi obligé de travailler son jardin et travailler sur l'autre et il va s'épuiser à un moment donné. Au début, il va se dire, bah, c'est bon, j'ai trouvé la solution, puis après, il va crouler. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver le moyen de réveiller l'autre, j'ai envie de vous dire. Mais pas qu'il y en ait un qui travaille pour deux. Bien que je sais qu'il y a beaucoup de couples où il n'y en a qu'un qui travaille pour deux. L'idée, c'est plutôt d'être un exemple, j'ai envie de dire. C'est, j'ai fait mon jardin, regarde, je suis en train de le faire, regarde comment on laboure la terre, regarde comment on travaille notre intériorité, regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi, c'était pas simple, regarde le cheminement que j'ai fait pour en arriver là, regarde comment j'ai apprivoisé mes peurs, regarde comment je les domine et inspire-toi. Ça, oui, je suis d'accord de le faire avec toi, mais je ne veux pas travailler ton jardin parce que c'est ton jardin et que je te respecte. Je n'ai pas le droit même d'aller dans ta propre intériorité. C'est une intrusion. C'est te voler ton espace aussi. Et à un moment donné, peut-être que même moi, j'ai l'impression de te faire du bien, mais tu vas me rejeter tellement c'est étouffant pour toi. Donc non, je n'irai pas travailler ton jardin. C'est ton jardin, c'est ton espace. Mais travaille-le. Je t'en prie, travaille-le pour nous. Et c'est ça aussi l'amour, on va dire. Le couple, c'est que en fait, on dit que le couple, c'est la meilleure école pour travailler nos midotes. Et pourquoi? Parce que, pourquoi c'est pour travailler nos midotes? Parce que quand j'ai envie de faire plaisir à l'autre finalement, et que je suis tellement liée à son intériorité aussi, par amour pour lui, je vais le faire. Peut-être pas par amour pour moi, parce que ça me fatigue, parce que je vais trouver des excuses, parce que je peux toujours me fuir. Mais mon mari, mes enfants, ça va être plus dur quand même. Parce qu'ils vont m'en mettre des claques si je n'assure pas. Ça va faire mal. Donc, je n'ai pas le choix finalement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la meilleure école. Mais quand on a, par exemple, j'en rencontre tellement souvent, des femmes qui se disent, bon, il est comme il est, je dois l'accepter, j'ai rien d'autre à faire, c'est comme ça. Alors, on est dans le sacrifice et on est dans la souffrance. Et l'autre, en fait, le mari en face, qui ne bouge pas de là où il va se dire, bon, ça peut être... Je rencontre plus de femmes en consultation, donc je parle au féminin, mais ça peut arriver dans l'inverse aussi, bien sûr. Il va se passer que l'homme ne va pas se sentir menacé. Il a compris que la femme a obtempéré, donc il va se dire, enfin, l'homme ou la femme, encore une fois, hein, ça peut aller dans les deux sens. Il va se dire, c'est bon, pourquoi je vais aller travailler de toute façon, c'est bon, elle accepte, quoi. Vous voyez? Et là, ça ne peut pas vraiment bouger. Et là, ça va être très, très dur à vivre. Très, très dur à vivre. Et le problème, c'est que ça va se répercuter sur les enfants aussi. Ils vont voir un père qui ne se travaille pas, par exemple, ou une mère qui ne se travaille pas. Et donc, ils vont se dire que c'est possible de faire ça. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Donc, évidemment, dans un monde idéal, il faudrait travailler tous les deux. Mais on n'est pas dans un monde idéal, malheureusement. Et évidemment, il y a beaucoup de couples, on va dire, de gens qui vont travailler sur l'intériorité et pas l'autre, ou deux personnes qui vont même être dans les façades tous les deux. Et là, ils ne vont pas savoir
Pourquoi? Mais ils se sentent malheureux. Parce que quand on ne travaille pas notre intériorité, ça je ne vous l'ai pas encore dit, on est malheureux, on est mal. Parce qu'on ne se touche pas, on ne s'atteint pas, on n'est pas en connexion avec nous-mêmes. Donc on fait les choses parce qu'on doit les faire. On fait les choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est ce qu'on attend de nous, mais on ne sait plus qui on est. On se perd en route. On se perd. Vous savez combien de fois j'entends cette phrase dans la journée? Je me suis perdue, je ne sais pas où. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas. Je le fais, j'y vais, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. C'est triste d'en arriver là. On n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer finalement. Et qu'est-ce qui nous... comment on les trouve, ces choses-là aussi. Quand on résout, j'ai envie de dire, nos blessures d'enfance, qui vont souvent impliquer un manque d'amour de soi et qui vont du coup provoquer un besoin insatiable d'être aimé. Donc, on va se mettre tout le temps à faire plaisir aux autres, à satisfaire les autres, ainsi de suite, parce qu'on a besoin de répondre à ce besoin qui vient peut-être de blessures d'enfance et qui fait écran avec ce dont j'ai vraiment besoin pour me connaître finalement, parce que je suis toujours en train de me perdre dans je veux plaire à l'autre, je veux le satisfaire, donc j'oublie complètement qui je suis. Je suis en train de me perdre quand je fais ça. Je ne suis pas moi-même, je suis l'autre finalement. Je suis la volonté de l'autre. Alors, c'est bien de faire plaisir à l'autre, attention, on va pas dire non, mais jusqu'à quel point et à quel moment moi j'existe et à quel moment l'autre il existe. D'accord? Si moi, je n'ai pas fait ce travail finalement avec moi-même de me définir, et j'ai envie de vous dire, on se redéfinit chaque jour, hein, en réalité, mais quand même les grandes lignes au départ, et puis après, il y a des choses dans la vie qui nous bousculent et qui changent notre centre de gravité, et bam, on est obligé de tout recommencer et de se dire, attends, je pensais comme ça, j'avais des certitudes, et là d'un coup, j'en ai plus. Il va falloir tout reconstruire, tous mes repères. Donc, nous aussi, on se redéfinit, mais c'est important de prendre ce temps-là, parce que si on ne le prend pas, on se perd. Et on souffre, c'est des souffrances assurées. Donc, l'idée, c'est d'abord de comprendre notre parcours de vie, je ne vous le dirai jamais assez, de comprendre ce qui nous est arrivé dans notre essence et qui a fait que je ne suis pas toujours moi-même et que j'ai besoin de mettre un masque parce que j'ai mal quelque part et je ne veux pas qu'on le voit. Et que je fais des sourires quand, en fait, au fond, j'ai pas envie de sourire, en fait. Je fais ça parce que je veux donner une bonne image à l'autre. Mais je ne fais pas ça parce que je le ressens. Et l'idée, vous savez, en hébreu, on dit panim, ça veut dire visage. Visage au pluriel. En hébreu, panim, c'est au pluriel. Alors, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a le visage qu'on montre aux gens et ce qu'on ressent à l'intérieur. Et pour s'approcher du émet, c'est-à-dire la vérité au maximum, c'est d'accorder le visage intérieur avec le visage extérieur. Là, on arrive à une cohérence, à une authenticité incroyable. Et là, c'est là qu'on arrive à créer des vraies relations honnêtes, sincères, authentiques, pas toxiques, pas malades. Parfois, il y a des relations qu'on crée qui sont malades. La relation, elle est malade. Parce que nous-mêmes, on n'est pas vrai, donc ça ne peut pas se construire bien. Vous voyez et sinon, on cherche à être vrai, mais qu'on sent que l'autre va forcément se blesser parce que lui, il est malade. La relation aussi sera malade. Vous voyez il est malade dans le sens où il ne s'est pas trouvé, il ne s'est pas défini. Donc, chaque mot que vous allez dire, ça va être mal pris. Chaque comportement que vous allez avoir, ça va être mal interprété. C'est terrible. C'est terrible, j'ai envie de vous dire. Mais dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est retourner vers soi, pas vers l'autre, se redéfinir et se dire, attends, là, j'ai été moi, j'ai été sincère, j'ai été honnête, je suis allée dans le sens vrai de la chose, j'ai envie de dire. Je ne me suis pas menti, j'ai été intègre. OK. Il a mal pris, il n'a pas mal pris, elle l'a mal pris. C'est même plus mon problème. Je lui renvoie le paquet. Moi, j'ai été clean. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et on ne rentre pas dans la culpabilité. Et on ne rentre pas dans du stress. Pour rien, j'ai envie de vous dire, dans ces moments-là. On est débarrassé, on n'est pas pollué. D'accord? Et c'est ça l'idée, en fait, que plus on va travailler notre intériorité, plus on sera gagnant. Alors oui, ça fait mal. Vous savez combien de personnes me disent « Waouh, la thérapie, mais c'est dur !» Mais je crois que personnellement, j'ai l'impression que c'est une des choses les plus dures qu'on doit faire dans notre vie, mais qui finalement nous apporte le plus de bénéfices. Parce que sinon, à quoi bon aller travailler, à quoi bon faire des enfants, à quoi bon se marier si on ne se connaît pas? Mais ça n'a plus de goût, ça n'a plus de sens si on ne se connaît pas. Alors vous allez me dire, mais alors on se connaît comment? Alors, c'est tout un sujet, mais on se connaît déjà quand on cherche à savoir l'intérieur, qu'est-ce qu'il a dedans, où j'ai mal, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'aime, et à ne pas refouler nos émotions. Commencer par accepter
ces émotions. On essaye tous, quelque part, je remarque, de mettre un couvercle dessus. Combien de gens ils viennent me voir et ils pleurent et ils me disent pardon, pardon, je suis désolée. Mais non, soyez pas désolés. Vous êtes vrai, vous pleurez, vous avez mal. C'est normal de pleurer. Il n'y a rien de plus normal. Mais non, on nous a appris à dire faut pas pleurer. Si tu pleures, c'est que tu es faible. Mais c'est pas que tu es faible, c'est que tu es humain et que tu ressens des émotions. Laisse-les venir, tes émotions. Vous voyez, les enfants, ils sont vrais. Et encore, malheureusement, on leur apprend à pas être vrai. Mais ils sont vrais, ils ont mal, ils pleurent, ils ont mal, je veux envie de dire, à leur neshama, à leur âme, c'est-à-dire on leur a mal parlé, on a eu ce truc. Ils l'expriment. Nous, on s'habitue à se taire, à dire, à rien dire, à s'enfermer, à s'étouffer. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire? Bien sûr, vous allez me dire, mais non, mais dans la société, voyez bien, on juge sur les apparences. Alors, si je commence à être vrai, on va mal me juger. C'est vrai. Vous n'avez pas tort. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout entre nous de ce que pensent les autres? Et si on se débarrassait de ce que pensaient les autres sans arrêt, on serait tellement plus vrai et tellement mieux avec nous-mêmes. Et finalement, vous allez vous apercevoir que plus vous êtes vrai, plus on va vous respecter. Et moins vous l'êtes, moins bizarrement, on est maltraité. Parce qu'on est amis. Donc, on est au service de l'autre. On est au service de l'autre, mais plus que ça. Enfin, on est comme une chose. Voilà. On est réduit à être un objet au lieu d'être un être. Vous voyez? Et c'est ça le message que je voulais vous transmettre ce soir. C'est Hadar, la joie, on doit redoubler de joie et on doit en même temps faire tomber les masques. Et bien, j'ai envie de vous dire, c'est ça la joie. Plus on est vrai et authentique, plus on est vraiment soi, plus on assume qui on est, plus on assume nos blessures aussi, plus on les regarde en face, plus on regarde nos zones d'ombre en face, plus on les travaille, on les assume. Plus nos zones d'ombre aussi, ça peut être la peur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous le redis, c'est la peur, c'est un écran terrible avec nous-mêmes qui nous empêche de nous réaliser. Et plus on sera vrai et j'ai envie de dire connecté. On sera quelqu'un de connecté. Qu'est-ce que j'entends par connecté? On peut dire connecté au divin, connecté à Dieu, connecté à Hachem. Oui, bien sûr. Mais en fait, en premier lieu, connecté à soi. Et quel bonheur et quelle joie de vivre quand on est connecté à soi. Mais c'est merveilleux. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour définir ça. Quand on est connecté à notre être intérieur, parce qu'on est vrai, on a mal, on le dit. Mais même à nous-mêmes, avant de le parler aux autres, à nous, on est bien, on le sent, on le vit à 100%. Et bien là, on est dans la joie. Et on dit Hadar, Marbim, Besimcha, redouble de joie. Genre, tu ne dois même pas être triste. C'est pas toujours simple. Mais la joie, c'est pas la joie comme on l'entend, genre fais des fous rires toutes les 5 minutes. Ça veut dire que la joie, c'est tu es heureux d'être là où tu es à l'instant T, où tu le vis. Même si c'est une situation terriblement dure à vivre, tu sens qu'elle est bonne pour toi. Tu sens que tu évolues avec cette situation. Tu sens que tu grandis grâce à elle. Et là, c'est de la joie. C'est dur, hein? Ah non, il y a de la souffrance, mais c'est de la joie. Ça veut dire qu'on n'a pas... La joie, ce n'est pas, encore une fois, ce qu'on croit. D'accord? La joie, c'est se sentir en phase avec ce qu'on vit. En phase avec ce qu'on vit. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit, fais tomber les masques et en même temps, sois dans la joie. Parce que ça se recolle totalement. Ça veut dire, enfin, vous l'avez compris, je pense maintenant, plus je vais être émette, plus je vais être moi, plus je vais me trouver, mieux je me sentirai. Et c'est ça, j'ai envie de vous dire, le but de Hadar, c'est d'être soi, vraiment. Et évidemment que rien ne change notre nature radicalement. On est quelque chose. On est N'-E-S-T et on est N-A-I-T, quelqu'un. D'accord? On est quelque chose, on est quelqu'un. Mais les personnes qui vont fournir un travail personnel sur eux-mêmes évoluent plus sûrement, plus sereinement, en étant plus épanouies. D'accord? C'est ce qu'on va appeler aussi en psychologie la conscientisation. On a l'inconscient et le conscient. Et parfois, ils sont en désaccord et ça crée un problème. Parce qu'on nous a appris certaines choses et nous, on a envie d'explorer un autre chemin ou parce que dans notre histoire de vie, on a eu énormément de souffrances et on préfère le refouler. Donc, ça crée comme ça des conflits internes. On ne sait plus. On se perd en route. C'est pour ça qu'il y a besoin de refaire jaillir ça, même si c'est douloureux. Et on a plus de chances de se connaître à ce moment-là. En fait, la conscientisation, c'est un terme qui exprime le fait de passer de l'inconscient au conscient.
Et de comprendre donc, de comprendre conscience de ce qui nous manipule, intérieurement, de comprendre la part d'ombre qui est souvent, la part d'ombre dans l'inconscient qui est souvent responsable d'actions dont on ne se rend pas compte, qui nous met dans des automatismes et qui peuvent perturber notre existence. Parce qu'on se dit, mais je ne ressemble pas à ça, pourquoi je fais ça? Voilà, aujourd'hui, je parlais, et c'est pas qu'une, il y en a plein, mais comme aujourd'hui, Dafka, je pense à elle, elle me disait, j'adore ma mère, mais il y a des comportements qu'elle avait, je ne veux pas les reproduire, je ne veux pas, mais c'est plus fort que moi. Je me vois agir et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes pas ça et tu le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire d'inconscient qui interagit avec nous en sans arrêt et qui est là et qui nous souffle des comportements qu'on a vus à la maison et avec lesquels pourtant aujourd'hui on n'est pas d'accord consciemment, mais on n'a pas été assez cherché, on va dire, on n'a pas confronté notre inconscient avec notre conscient. Bon là je pense que je vous embrouille un peu, mais en fait je vous parle d'un travail thérapeutique à faire. Et à partir du moment où on le fait déjà, on prend ce qui s'est passé, on parle, on dialogue avec notre inconscient, on va dire, c'est en le fait en thérapie, automatiquement, on se nettoie de nos pollutions, de ce qui s'est passé et qu'on n'a pas eu envie de reproduire. Et c'est ce qui va nous permettre, cette conscientisation, d'agir avec plus de lucidité, de liberté. Et on va cibler finalement nos peurs, nos blessures. Et on va les guérir de cette façon aussi. Et sachez une chose aussi, les peurs qui sont là, pour tout le monde, on a des peurs, mais il y en a qui ont plus de peurs que d'autres, on va dire, et souvent dû au vécu, ou ce qu'on nous a transmis, ou peut-être aux croyances erronées, ainsi de suite. Eh bien, sachez que quand vous ressentez une peur sur un sujet, que ce soit de domaine professionnel, sur le mariage, sur peu importe quoi, sachez que la victoire est derrière. Sachez que la réalisation de votre propre être, elle est derrière cette peur. En général, on ressent de la peur parce qu'il y a quelque chose de grand derrière. Vraiment. Et souvent, malheureusement, on la prend pour un repoussoir, la peur. On dit « Ah, j'ai peur, donc il ne faut pas y aller. Soyons prudents, n'y allons pas. » Et en fait, c'est le contraire. La peur, elle est là, au fait, pour nous montrer le chemin. C'est-à-dire qu'elle nous dit « Oui, ça fait peur, mais surmonte ta peur. Dépasse-la. » C'est ça aussi, travailler son intériorité. C'est apprivoiser sa peur, la surmonter. Et là, on touche à la réalisation. On touche à la réalisation quand on surmonte ses peurs. Parce qu'on devient quelqu'un d'autre. Et on est fier de nous. Et on se sent plus fort. Et on voit qu'on a été capable de. Donc, si on a été capable, on devient à travers ça. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, mais un étudiant qui doit passer un examen, qu'est-ce qu'il ressent? La peur, en général. À moins qu'il soit excellent, mais même le plus excellent. Il a peur, il a le trac, il a peur. Et selon ce qu'il a étudié, évidemment, il a peur ou pas, évidemment, mais disons que c'est vraiment ce qu'il veut le plus, c'est réussir. Tiens, j'en ai eu un comme ça, un jeune étudiant en médecine. Il m'a dit, depuis que je suis petit, je me vois médecin. C'est pas que c'est né de maintenant, genre mes parents ont voulu. Non, pas du tout. Je me vois médecin depuis que je suis. J'ai l'impression depuis que je me connais. Je me vois médecin. Et là, je suis à la fac de médecine et j'ai des crises de panique. Mais vous ne pouvez pas savoir, c'est terrible. Et pourtant, il travaille, et c'est un bon élève, il a toujours été excellent, ainsi de suite. Donc, il avait tous les éléments pour réussir. Mais il était tremblant de peur, comme si c'était le dernier de la classe et comme s'il n'allait jamais être reçu. Enfin, comme s'il n'avait pas les capacités. Pourtant, non, il les avait. Mais il tremblait de peur. Parce qu'aussi, c'est son rêve qui allait se concrétiser. Ça fait peur. C'est sa réalisation, c'est ce qu'il attendait depuis tellement d'années, qui est en train peut-être de se faire. Et la peur, elle peut être paralysante. Et là, le truc, c'est de réussir à apprivoiser sa peur, à la surmonter. On s'en sent courageux et on devient ce que l'on veut vraiment être. Donc, si vous avez des peurs, j'ai envie de vous dire même là, je vais vous donner un petit exercice tant qu'à faire. Après ce cours, vous écrivez toutes vos peurs sur chaque domaine de votre vie. Vous faites un tableau professionnel, couple, enfant. De quoi vous avez peur? Et ensuite, mes peurs qui soient, évidemment, vous allez me dire, peur, Hashem, qu'il arrive un truc, ça je sais, on a tous peur de ça, qu'il arrive, quelque part, toujours cette peur qui sommeille en nous de les gens que j'aime, je ne veux pas les perdre, ça évidemment. Non, je ne parle pas des peurs qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, ça c'est quelque chose de, il faut prier, et puis bon, voilà, enfin, c'est Hashem qui décide ça. Mais non, je veux dire, les peurs, ça peut être, par exemple, dans le couple, est-ce que ça vous fait peur d'aller voir votre mari et de lui dire que vous l'aimez? De lui proposer de sortir un peu du cadre, de faire d'autres choses. En général, quand on a peur, un peu, beaucoup, ça dépend où on en est dans notre couple.
où on en est dans notre histoire. Mais on peut avoir ces peurs-là. Notez-les. Et la peur au niveau professionnel, j'ai peur d'aller demander une augmentation, j'ai peur de changer de boulot, j'ai peur de me lancer dans autre chose, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Sachez, écrivez-les et dites-vous, si je surmontais ma peur, donc une autre feuille, si je surmontais ma peur, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau positif, d'accord? Parce que la peur va vous montrer évidemment le côté négatif. Ah bah non, il va te rejeter, tu vas te sentir mal, ça va te faire une claque, si c'est au niveau du mari ou si c'est au niveau du travail, tu vas jamais y arriver, tu vas te ramasser, tu vas pas avoir de salaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, je vous parle au niveau positif. Si ça se passe bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de votre être? Qu'est-ce qui va se développer du coup chez vous? Qu'est-ce que vous allez, entre guillemets, devenir? Vous risquez quoi? Vous risquez quoi? Quand c'est un couple, bah, vous risquez peut-être d'être heureux. Oui, vous risquez de vous prendre une claque, c'est vrai, mais vous risquez aussi d'être heureuse, d'être plus heureuse. Vous risquez une réponse positive et parfois elle fait même plus peur la réponse positive parce qu'on n'est pas habitué. Et pareil pour le boulot, si ça se passe bien, waouh, waouh. Attends, je risquerais d'être patronne dans ma société, je risquerais d'être quelqu'un de reconnu, je risquerais de bien gagner ma vie, waouh. Je connais pas ce schéma, moi. Non, donc je reste dans mon petit côté bureau, administration, je sais pas, parce que j'ai trop peur. Donc je ne m'autorise pas à devenir. Et après, je suis pas fière de moi. Et après, ça touche mon estime de moi, et ainsi de suite. On part dans un autre engrenage qui n'est pas bon et bénéfique pour soi. Et j'ai envie de vous dire, ça va très loin parce qu'en fait, c'est pas que vous. Ça implique votre couple, ça implique vos enfants, ça implique les générations. Parce que vos enfants, vous êtes leur modèle. Ça implique même vos amis parce que quand vous êtes inspirant, ça inspire vos amis, vos enfants, vos maris, tout le monde. Vous n'êtes pas que vous, en fait. On fait tous partie d'un système, d'un écosystème, Non, il y a un mot, il m'échappe. Mais d'accord, on s'observe tous les uns les autres. Quand il y en a un qui avance, ça inspire les autres. C'est un peu l'image de, j'ai pas une nappe à côté de moi. Vous savez, quand une nappe, on tire comme ça, un tissu, voilà, d'accord? Vous le tirez, avec un doigt là, hop, vous le tirez. Toute la nappe est emportée par ce mouvement. D'accord? C'est pareil. Sachez qu'on est tous, quand on fait quelque chose de bien, qu'on avance, qu'on maîtrise ses peurs et qu'on progresse, on prend avec nous tous ceux qui nous entourent. Et peut-être même tous ceux qui nous regardent, et ainsi de suite. Et ça inspire les autres autour de vous. Donc, c'est un ricochet, quoi. C'est un effet vibratoire très, très bon. Donc, ne reculez pas. Cherchez à avancer. Vous allez faire avancer le monde. Juste par vous, le fait de maîtriser vos peurs. Voilà, j'espère que ce cours, c'est marrant ça, j'ai que ce mot à la bouche, c'est pas possible, que ce cours vous a fait avancer, que ça va vous motiver à gommer les ombres, à les dépasser. Je sais que cela peut paraître effrayant, mais c'est nécessaire pour le développement de vous, et j'ai envie de vous dire, du monde entier. Mais c'est en fait un chemin où l'on pousse à chaque fois des nouvelles portes pour aller toujours un peu plus vers la lumière. Il y a chez chacun d'entre nous des zones d'obscurité, des zones de lumière. Mais plus on ouvre des portes, le rabbi a dit, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Mais plus on va ouvrir les portes vers la lumière, parce qu'il y en a énormément, plus on va être éclairé et on va éclairer tous ceux qui nous approchent. Un voyage vers soi pour mieux se découvrir et découvrir ses richesses cachées aidera, j'ai envie de vous dire même, je sais, je vois grand, mais c'est vrai, le monde à se développer. Donc, j'ai envie de vous dire même, n'hésitez plus, même si ce n'est pas simple, même s'il y a des peurs, même s'il y a des zones d'ombre, ne reculez pas. C'est pas le bon. Rebrousser chemin, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Vous êtes toujours gagnant à y aller, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, c'est bon. Oui, le bien, c'est pas toujours ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui nous fait grandir. D'accord? C'est exactement ça. Alors, foncez, courez, avancez, et vous verrez que ça payera, Bezrat Hashem. Voilà, j'espère que ça vous a apporté.